Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Histoire, la clé de l'histoire qui se raconte sans se la raconter. On ne peut évoquer la résistance jurassienne locale sans parler des trois sœurs Bergerot de Villevieux. En effet, Marie-Louise l'aînée est née en 1882, Marguerite en 1886 et Cécile en 1893. Elles appartiennent à un milieu bourgeois et militaire. Leur père, Jean-Marie Samuel Bergerot, est officier dans l'armée. Leur mère est Marie Couturier de Varsan et possède le château de Villevieux qui leur sert de villégiature. La guerre de 14-18 a profondément affecté cette famille. En effet, Marie-Louise a perdu son époux, le capitaine Wurtz. Les deux frères des sœurs ne sont jamais revenus de la guerre. Comme toutes les familles, les sœurs Bergerot ont été profondément endeuillées. Elles décident, dès la guerre qui arrive, de quitter la capitale pour venir s'établir à Villevieux. Alors, plusieurs raisons motivent cet éloignement. La première, Villevieux, petit village, est entouré de fermes, donc mieux ravitaillé que la capitale. Enfin, par rapport à la capitale, moins soumis aux bombardements. Je rappelle que le Jura est divisé en trois zones, une zone occupée, une zone libre et une zone dite interdite, ce qui est une spécificité pour le Jura. Les sœurs Bergerot vivent de façon modeste à Villevieux et se partagent les revenus d'un bureau de tabac que Marie-Louise avait acquis. Cécile, elle, donne des leçons de piano. Patriotes, elles vivent très mal la défaite française. Deux anecdotes peuvent l'illustrer. La première, elles ont appelé un très vieux chien, très incontinent, Maréchal, en disant que la pauvre bête s'oublie souvent. Petit clin d'œil au Maréchal Pétain. La seconde, peut-être plus importante, c'est un jour où elles interpellent publiquement le curé de Villevieux lors d'un prêche à l'église de Villevieux, un peu trop favorable à leur goût au Maréchal Pétain, ce qui alerte les réseaux de résistance locale, et notamment Fernand Marié. Alors Fernand Marié, il est fromager à Villevieux. Et son surnom de résistant, c'est Paul. Il appartient à la SAP, section des atterrissages et parachutages. SAP R1. R1 pourquoi? Parce que la résistance avait divisé la France en plusieurs régions. Il est aussi en lien avec le réseau Combat. Réseau Combat qui est fait depuis 1940 et qui comporte le plus grand nombre d'agents et de résistants sur le territoire. Il est piloté par Marcel Berger et Valentin Abeille, dont nous reparlerons. Alors, ces derniers cherchent un lieu pour pouvoir héberger des résistants traqués par la Gestapo ou les agents qui arrivent de Londres ou qui repartent vers Londres. Donc, Fernand Marié décide dès 1942 de contacter les sœurs Bergerot qui tout naturellement mettent leur château à disposition de la résistance locale. À partir de cette date, les sœurs Bergerot rentrent officiellement en résistance. Et vous pouvez voir derrière moi que s'affichent les cartes de résistantes des sœurs Bergerot. Ce château est idéalement situé et je profite de l'occasion pour remercier monsieur et madame Monnier qui m'ont fait la gentillesse de m'autoriser à filmer à l'intérieur de leur propriété. Donc, il se trouve dans le canton de Blétrand, commune de Villevieux, encore en zone libre jusqu'en 1942. Pas très éloigné non plus de Lyon, à 1 heure ou 2 heures de route, qui est quand même la plaque tournante de la résistance. Pas très loin de la zone de démarcation, qui à l'époque se trouvait donc à Parcé, au pont de Parcé sur la Loue. Suffisamment éloigné des Allemands de Lons-le-Saunier, qui avaient leur antenne à l'hôtel Carrier de Lons et au château route de Montaigu. Enfin, comme vous le voyez, des murs qui entourent la gentilhommière empêchent tout regard curieux. Enfin, un petit portail, comme vous pouvez le voir sur la vidéo au fond du jardin, permet de faire passer les visiteurs du soir. 4 chambres sont à disposition
nouveaux arrivants. Les sœurs sont aussi en lien avec la résistance locale qui leur fournit le ravitaillement indispensable pour leurs hommes. Elles peuvent aussi compter sur deux médecins, notamment l'un qui est chirurgien, le docteur Michel, à Lons-le-Saunier, qui sera abattu par les Allemands le 27 avril 1944. On peut d'ailleurs voir son monument route de Champagnole après les Montpensier. Et le docteur Jean Perrodin, qui a son cabinet à Blétrand, à 1 kilomètre de Villevieux, pour soigner d'éventuels blessés ou maquisards lors de rixes ou de combats ou d'engagements avec les Allemands. Notamment deux maquisards du groupe John qui, dans la nuit du 24 au 25 septembre 1943, lors de rixes avec les gendarmes de Lons-le-Saunier, ont été rapatriés à Villevieux, au château des Sœurs, et opérés par les deux médecins sur la table de la salle à manger. Alors, les atterrissages clandestins qui ont lieu tout autour, dont nous reparlerons plus tard, se font de la façon suivante. Les sœurs sont prévenues parce que l'on jette sur leur fenêtre de chambre des petits cailloux qui les préviennent qu'effectivement un atterrissage clandestin a eu lieu et qu'il faut qu'elles se préparent à accueillir des arrivants. Alors, Hugues Vérity, dans son livre La nuit finira, a raconté son arrivée à Villevieux le 17 novembre 1942. Alors, il a dit qu'il avait été accueilli par trois dames très dignes qui lui demandent si elles ont fait bon voyage, comme s'ils descendaient du train de Lyon. Alors, un café au lait, quelques biscuits, accueillent les visiteurs. Ensuite, les dames leur montrent leur chambre, puis disparaissent tout aussi discrètement. Cependant, elles prennent soin de leurs invités. Elles tentent de leur faire oublier les menaces qui pèsent sur leur tête et sur la leur. Car, quoi qu'on en dise, les sœurs sont vraiment rentrées en résistance. À l'époque, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Français qui préféraient ne rien voir, ne rien dire, ne rien savoir. Les sœurs, elles, ont choisi de s'engager. Et cet engagement mérite d'être souligné. D'autant qu'elles risquaient autant leur vie que celle de leurs invités. J'ai en mémoire l'affaire, par exemple, de Benoît. Alors Benoît, c'était un membre du SOE qui avait été donc abattu par la Gestapo à Clairvaux, qui avait pris ses papiers et s'était infiltré dans un réseau d'accueil des résistants, comme les sœurs le faisaient. C'est donc vraiment un acte héroïque de la part des résistantes, surtout des sœurs Bergerot, de pouvoir accueillir ce monde et de leur offrir finalement un havre de paix. Alors, la plupart du temps, Cécile leur faisait les honneurs de la bibliothèque. Ils furent au moins une cinquantaine, mais sans doute davantage, à être hébergés au château. Aussi bien des agents secrets du groupe Armada, qui formaient des résistants au sabotage avec du plastique, que de simples agents ou des évadés. Les dames Bergerot ont notamment accueilli et hébergé aussi bien des Britanniques que des Français, tels Yvon Moranda, chargé d'établir des contacts avec les résistants et les syndicats, Emmanuel et François d'Astier de la Vigerie, Henri Frenet, chef du mouvement combat, et le fameux sergent John Brough, un aviateur écossais. Lui et son équipage, en mission d'approvisionnement de la résistance dans la Drôme, dans la nuit du 3 au 4 novembre 1943, volent à bord d'un Halifax à basse altitude. Ce, afin d'éviter d'être décelés par les radars. Mais l'avion accroche le flanc d'un monticule rocheux, dit Rocher du Bourbolas. Le crash fait 7 morts. Il en est le seul rescapé et n'a qu'une simple foulure aux pieds. Il était à l'arrière dans la queue de l'Halifax, au poste de mitrailleur. C'est probablement ce qui lui a sauvé la vie. Il a réussi à rejoindre une ferme dont M. Grosse, heureusement, appartenait à la résistance locale. De filière en filière, il atterrit chez les sœurs Bergerot, où il va résider du 3 décembre 1943 au 12 janvier 1944, avant d'être transféré à Cuisery, Courlaoux, pour rejoindre la Grande-Bretagne. Citons aussi le colonel Henri Manès. Le général Lassalle, traqué par la Gestapo, et qui bien après la guerre se présentera chez les sœurs en disant simplement 18 mai 1943, la date à laquelle il avait été hébergé.
Citons aussi parmi tant d'autres Valentin Bey di Colleone, Marc Rucard, la famille Aubrac, hébergée 40 jours par les Sœurs, Paul Simonin, recherché par la Gestapo, Jean-Pierre Lévy, Albert Gazier, José Albouc et bien d'autres. Tous sont dans l'attente d'une liaison aérienne qui doit les conduire à Londres. Mais les sœurs Bergerot ne sauront jamais si elles ont survécu à la tourmente. L'hôte le plus illustre que les sœurs ont accueilli a été évidemment Jean Moulin. Donc Jean Moulin a été amené le 26 janvier 1943 par Fernand Marillier. Il est reparti du château de Villevieux le 1er février pour Lyon, car il s'agissait à l'époque d'unifier les mouvements de résistance, qui est devenu le MUR, plus tard le CNR, et est revenu au château de Villevieux le 11 février, car il savait qu'il y aurait un départ en Lysander le 14. Jean Moulin n'est jamais sorti du château de Villevieux, s'est contenté de se promener dans le parc qui est suffisamment vaste, ou dans la bibliothèque dans laquelle je me trouve, où il a annoté des ouvrages et pu en consulter certains. Les sœurs n'ont jamais su la véritable identité de Jean Moulin. Elles avaient simplement remarqué que c'était une personne raffinée, distinguée, parce que Jean Moulin, à son retour de Lyon, avait offert à chacune un bouquet de violettes et avait fait au crayon le portrait de Cécile. Ce n'est que bien des années plus tard, après la guerre, qu'elles ont connu la véritable identité de Jean Moulin. Elles ont d'ailleurs regretté, elles ont dit que si elles avaient su, elles l'auraient davantage mieux accueilli. Alors, mais c'est vrai que pour des raisons de sécurité évidentes, les sœurs ne connaissaient pas la véritable identité de leur résident. Elles les connaissaient simplement sous le nom de résistants. Max, Paul, Vidal, l'archiduc, le marquis. Certains d'ailleurs, quand ils se présentaient aux sœurs Bergerot, ajoutaient à leur nom de résistant « condamné à mort par contumace », ce qui pour les sœurs était la meilleure des cartes de visite. Quand est-ce que Jean Moulin est arrivé au château de Villevieux? Jean Moulin est arrivé à la maison dans la nuit du 26 janvier. Il était à peu près minuit et demi, 1h du matin. 1943. 1943, oui. Et nous n'étions pas prévenus. J'ai reçu des cailloux dans ma fenêtre et j'ai réveillé ma sœur. Je suis descendue très très vite. Nous avons trouvé le malheureux Max, accompagné général de Lestrin, ici dans le salon. Le général de Lestrin qui était le futur chef de l'armée secrète. Il était à ce moment-là le chef de l'armée secrète et il se faisait appeler Monsieur Vidal. Mais nous savions que c'était un général, de même que nous savions que c'était Max, sans savoir exactement les fonctions de Max. Et comment est-ce que vous les avez couchés? Eh bien, nous nous sommes dépêchés d'aller faire des lits, puisque une chambre était occupée par un anglais d'intelligence service qui était arrivé la même nuit. Et pendant ce temps-là, nous les avons mis, il faisait affreusement froid naturellement au salon, nous les avons conduits à la salle à manger, où ma sœur aînée les a reçus, en faisant ça, en tâchant d'être le plus aimable possible, malgré l'heure tardive et son peignoir et son fichu sur la tête. Et qu'est-ce qu'il faisait, Jean Moulin, pendant qu'il était ici? Le pauvre Jean Moulin était très fatigué, naturellement. Il passait son temps à dormir, ou alors à regarder les livres de la bibliothèque, et surtout des dessins qui l'intéressaient beaucoup. Je suppose aussi qu'ils écoutaient tous la radio. Ils écoutaient la radio, et ils se sont mis même à 3 pour casser la radio. Et alors je leur ai dit, mais qu'est-ce qui a cassé la radio? Ils m'ont dit, c'est une heureuse collaboration. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Les messages? Ils attendaient les messages, et puis mon Dieu, ils écoutaient un petit peu n'importe quoi. Les messages qui leur permettraient de partir. Il y avait 3 messages, un le matin, un midi et un le soir. Et alors quand celui du soir passait, alors c'était le signal du départ. Est-ce que Jean Moulin est parti la première fois? Non, Jean Moulin n'est pas parti la première fois. L'avion n'est pas venu, probablement il y a eu ou un accident ou un faux départ, ou bien alors pas suffisamment de lune. Et il devait être très impatient de partir. Il était très impatient, naturellement, il avait grande envie de s'en aller, de partir à Londres, où il était attendu.